Moi, j'avais pensé dérouler mon intervention en 2 temps. Premier temps, c'est revenir sur un certain nombre de généralités, un peu comme l'a fait Catherine. Simplement, plutôt que de le prendre sous l'angle, je dirais, géopolitique, je voulais l'aborder sous l'angle anthropologique et en essayant de poser un certain nombre de recomposition en quelque sorte ou de reconfiguration de la manière dont aujourd'hui les sociologues ou les anthropologues envisagent la question des mobilités ou des circulations migratoires, y compris que je dirais pourquoi je ne parle pas de migration mais de circulation migratoire, parce qu'il me semble que ce sont des termes plus précis et aujourd'hui plus affûtés pour définir ces questions. Et donc la deuxième partie de mon intervention portait un peu plus sur le Maroc et sur la manière dont on peut très précisément, à partir d'un cas concret, analyser la complexité et la complexification des processus et des histoires migratoires. Voilà. Donc une sociologie et une anthropologie totalement centrées sur la question de l'intégration et totalement centrées dans une perspective méthodologique que Ulrich Beck définit comme un nationalisme méthodologique. Alors, c'est pas critique de dire ça. C'est juste une manière encore une fois, de faire un peu d'épistémologie, de réflexion méthodologique sur l'approche des choses. Nationalisme méthodologique, ça veut dire simplement qu'on aborde les choses sous l'angle de société nationale et en considérant que l'angle national est l'angle pertinent pour analyser les phénomènes sociologiques à l'intérieur d'une société. Voilà. Ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est une sorte de basculement sur à la fois les questions de circulation et sur d'autres lieux stratégiques qui sont les lieux dans lesquels on commence à s'intéresser à la migration. Si on le dit d'un mot pour faire un peu formule, on est passé en quelque sorte d'un intérêt pour les cités et la citoyenneté à un intérêt pour les frontières et les modes de passage. Et donc la question du voyage, des modes de passage, des modes de circulation, de mise en circulation, devient aujourd'hui beaucoup plus importante et anthropologiquement significative que la question, en quelque sorte, des lieux dans lesquels on arrive, la question des cités, des rapports de citoyenneté, etc. Voilà. Si ces recompositions se sont faites, c'est aussi parce qu'il y a eu un certain nombre de réflexions, de retours en arrière. Je parlais d'Ulrich Beck et sa critique du nationalisme méthodologique, mais je pense aussi plus fondamentalement que l'objet lui-même a subi un certain nombre de mutations, et probablement de mutations tellement aveuglantes que les sociologues ont été obligés de s'intéresser à autre chose. Voilà. Alors, je vais simplement passer en revue 3-4 de ces grandes mutations qui ont concerné l'objet circulation migratoire dans les 10 ou 15 dernières années. Alors, le premier bouleversement qu'il faut signaler, il tient évidemment aux politiques et aux rapports politiques aux migrants, c'est-à-dire pas simplement les politiques migratoires qui désignent qui doit migrer et qui ne le doit pas, mais d'une manière beaucoup plus générale, la configuration politique du rapport aux migrants. Il faut repartir là encore il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. En France, et dans d'autres pays aussi, peut-être de manière moins précise, en France, le rapport aux migrants a toujours été une prérogative de l'État. Et quand on dit prérogative de l'État, ça ne veut pas dire simplement prérogative de l'État au sens institutionnel, ça veut dire que l'État a considéré que le rapport aux migrants était une prérogative à l'exclusion des autres acteurs institutionnels qui auraient pu s'occuper de la migration, acteurs locaux, etc. La manière même dont l'État a pensé son rapport aux migrants a en quelque sorte basculé de ce qu'on pourrait appeler un rapport social ou un rapport disciplinaire, selon comment on le dit, un rapport intégratif précisément, à ce qu'on pourrait appeler un rapport souverainiste. C'est-à-dire qu'en gros, là encore pour faire un peu formule et image, l'État s'intéressait au devenir social et à l'accompagnement social des migrants lorsqu'ils arrivaient dans les sociétés d'accueil. Aujourd'hui, l'État s'intéresse exclusivement au mode de passage et à la saisie en quelque sorte, y compris en termes informatiques, saisie-contrôle du passage des migrants à la frontière. On n'est plus aujourd'hui dans une politique sociale, on est dans une politique des visas, et le visa
au sens administratif et politique du terme, devient l'essentiel du rapport stratégique des États aux migrants. Aujourd'hui, les États sont en train de construire des dialogues avec les forces et avec les représentations diasporiques, comme si tout d'un coup on changeait en quelque sorte d'interlocuteur et que les diasporas deviennent véritablement un interlocuteur politique avec lequel aujourd'hui les États dialoguent. L'intervention et les modes d'intervention, pour le dire entre guillemets, de la société civile sont complètement recalibrés par ces changements d'acteurs et par ces déplacements, en quelque sorte, des acteurs stratégiques avec lesquels les États interviennent. L'essentiel, évidemment, des conséquences de ce déplacement, et donc de ce déplacement de l'intervention de l'État, c'est effectivement le durcissement des conditions d'accès à la mobilité. Ça, c'est le premier élément dont tout le monde parle aujourd'hui, la presse, etc. Donc, durcissement des conditions d'accès à la mobilité, y compris durcissement d'accès et durcissement d'accès des conditions discrétionnaires d'accès à la mobilité. En termes sociologiques, ça veut dire une chose très simple, en tout cas qu'on peut traduire comme ça, c'est qu'aujourd'hui, le droit de passage est devenu un capital social. C'est-à-dire que la dimension personnelle et donc la dimension culturelle et sociale de ce que chacun d'entre nous est capable de faire valoir dans son rapport à l'État est devenue une condition discriminante pour sortir, rentrer, circuler à l'intérieur d'un certain nombre de frontières. Troisième conséquence, qui est une conséquence absolument énorme, c'est qu'aujourd'hui, le statut dans la migration devient une condition sociale. Cette question de la clandestinité a changé aussi de sens, puisque la clandestinité était, jusqu'aux années 70, en quelque sorte un accident de parcours, une péripétie à l'intérieur d'une carrière migratoire. Aujourd'hui, ça devient une condition. Je vous rappelle, pour insister un peu sur un certain nombre de dimensions, que 90% des clandestins et des sans-papiers le deviennent une fois qu'ils ont obtenu un visa. Donc, y compris si le mythe, la légende, voire le romantisme des paterasses, du franchissement des frontières, etc., est un mythe et une légende qui structure aujourd'hui notre représentation de la migration, la quasi-totalité de ceux qui arrivent clandestinement sont des gens qui sont arrivés légalement et qui deviennent clandestins parce qu'ils séjournent trop longtemps, parce que leur visa expire, parce qu'ils ne sont pas renouvelés, etc. La condition essentielle de la modernité, ça n'est plus le prolétariat, mais c'est le migrant criminalisé qui devient une sorte de figure moderne de nos sociétés et qui est utilisée en tant que telle dans un certain nombre de rapports au travail, de rapports à la société, etc. Je dirais utilisée à la fois économiquement et idéologiquement dans un certain nombre de représentations. Donc cette figure du migrant criminalisé est une figure profondément moderne et qui est une conséquence directe des politiques aujourd'hui de ce passage en quelque sorte d'un État social à un État souverainiste. Le deuxième grand bouleversement, ça Catherine l'a évoqué mais je pense qu'il faut insister là-dessus, le deuxième grand bouleversement dans les phénomènes migratoires et dans les dynamiques migratoires, alors de ce point de vue-là, les politiques n'y sont pas forcément pour quelque chose, c'est que le travail a cessé d'être la raison majeure, principale et dominante de circulation à l'intérieur des espaces migratoires, à l'intérieur de ce qu'on a appelé les systèmes migratoires. Alors quand je dis travail, ça ne veut pas dire évidemment que tous les migrants ou tous ceux qui circulent ne sont pas là pour travailler, c'est leur désir le plus cher. Le problème, c'est le rapport même au travail et le travail en tant que rapport social qui a changé. Et que donc aujourd'hui, la migration n'est quasiment plus, ou alors de manière extrêmement sélective et extrêmement discriminante, du côté de ce qu'on appelle le rapport salarial. Et donc du côté d'un rapport au travail qui fait du travail un qualificatif social, qui fait du travail un rapport social, socialisant, qualifiant, etc. On assiste aujourd'hui à une grande diversification des raisons et des statuts de la migration à l'intérieur de la migration. Probablement aujourd'hui que ce processus de criminalisation de la migration est complètement lié à la réémergence dans nos sociétés, sociétés européennes, sociétés américaines, etc., dans nos sociétés, mais pas seulement, parce qu'au Maroc ça fonctionne aussi. Donc là, il faut en quelque sorte mondialiser le concept, une sorte de retour d'un certain nombre de formes précaires, précarisées, précarisantes de travail, flexibles, précaires,
déqualifiée et déqualifiante de travail. On le voit évidemment dans l'agriculture avec l'emploi massif d'un certain nombre de travailleurs agricoles marocains, subsahariens, dans la grande agriculture latifundiaire en Sicile, etc. On le voit aussi dans le nord de l'Italie. Donc on voit apparaître un certain nombre de positions précaires dans le travail dont les migrants sont massivement en quelque sorte, alors on peut dire soit les bénéficiaires, soit les victimes, ça dépend de sous quel angle on le voit. Les domaines dans lesquels ça fonctionne, c'est évidemment l'agriculture. Il est très significatif, par exemple, d'analyser la manière dont, aujourd'hui, les politiques ont travaillé sur la question de l'emploi et de la circulation des travailleurs agricoles. Quand on analyse, par exemple, tous les contrats et toutes les agences, comme disent les Américains, qui ont travaillé sur les relations entre l'Europe et le Maroc, par exemple, sur les travailleurs agricoles, on s'aperçoit que l'essentiel du travail politique, du travail administratif, a porté sur le statut de migrant. Comment les empêcher d'être des migrants ? Mais jamais personne n'a travaillé sur les conditions d'embauche, sur les conditions d'emploi, qui, elles, sont laissées totalement à la discrétion des employeurs, à la discrétion de ceux qui font venir les migrants. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Il y a une sorte d'effervescence administrative et politique sur la question des travailleurs agricoles, aussi bien en France, en Italie qu'en Espagne. Mais cette effervescence administrative, cette productivité administrative porte essentiellement sur le statut de migrant et sur, en quelque sorte, la condition de retour et sur la condition de gestion des migrations. C'est là où je parle de souverainisme, pas du tout sur les conditions de travail, sur les conditions d'embauche des employés. Voilà. Donc l'un des effets évidemment majeurs, c'est l'apparition de ce sous-prolétariat aujourd'hui. Certains parlent d'esclavage, etc. Laissons les termes un peu flotter. Mais d'un point de vue historique, il est évident qu'aujourd'hui, migration clandestine criminalisée veut dire sous-prolétariat et émergence d'un sous-prolétariat. Paradoxalement, enfin en tout cas pas paradoxalement, mais à l'autre bout du prisme, on a assisté aussi ces 20 dernières années à l'émergence d'un certain nombre de statuts et de dynamiques entrepreneuriales chez les migrants. Alors ces formes entrepreneuriales peuvent prendre beaucoup de formes très diversifiées. J'en citerai 3, parce qu'à mon avis, elles sont intéressantes sociologiquement. La première, ce sont ce sur quoi Tarius et moi, on a beaucoup bossé à une certaine époque, qui sont ce qu'on appelle le commerce à la valise. Et tous ces migrants qui ne sont en réalité pas des migrants mais des voyageurs de commerce et qui ont circulé à travers l'Europe pour faire du commerce, ramener chez eux un certain nombre de produits, etc. La deuxième forme d'entrepreneuriat qui est assez significative, peut-être pas quantitativement, mais en tout cas elle l'est quantitativement, notamment au Mexique et dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, c'est le retour d'un certain nombre de migrants. Migrants qui ont fait des carrières ouvrières et qui ont fait des carrières d'employés dans les pays dans lesquels ils ont migré et qui reviennent ensuite dans leur pays pour créer des entreprises. Mais la plupart de ces entreprises, c'est vrai aussi par exemple d'un certain nombre d'entrepreneurs franco-algériens, franco-marocains, la plupart de ces entreprises sont des entreprises transnationales. C'est-à-dire qu'elles ont un pied ici, un pied là-bas, elles structurent leur activité en gardant une dimension de circulation à l'intérieur même du cadre de l'entreprise. De ces mondes migrants, on voit apparaître donc à la fois, je dirais par le bas, une sorte de sous-prolétariat aujourd'hui, et par le haut, par l'entreprise et par l'entrepreneuriat, on voit apparaître un certain nombre de figures nouvelles de rapport au travail, etc. Mais ce rapport au travail, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire au moins deux choses. La première chose, elle est très paradoxale par rapport à ce que je disais, c'est que autant l'État est présent d'un point de vue souverainiste pour contrôler les flux, pour rendre difficile le passage, pour y compris filtrer, trier les migrants, autant l'État est quasiment aujourd'hui totalement absent. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai aujourd'hui en Europe d'une façon générale, est totalement absent des mondes économiques à l'intérieur desquels les migrants trouvent leur statut, trouvent leurs économies et leurs activités. Et donc il y a une sorte de paradoxe aujourd'hui entre un État qui est très présent d'un côté et très absent de l'autre. Le deuxième effet, c'est que ça produit une représentation et des modes très particuliers et très inédits aujourd'hui de formation des classes moyennes. Moi, j'ai tendance à penser que la migration n'a pas d'autre raison sociale que la promotion sociale.
Pourquoi on part? On part pour faire promotion sociale, pour devenir meilleur que ce qu'on est quand on est dans son propre pays. Et pour le dire meilleur, non pas au sens moral ni personnel, mais au sens économique du terme. Et donc, on migre pour trouver dans une autre société, dans un autre pays, des conditions de développement personnel, économique, etc., qu'on ne trouve plus dans son pays. L'idée de penser que l'instabilité du monde, les guerres, etc., produisent de la migration est une idée fausse. Ça produit de l'instabilité, ça produit du déplacement, ça ne produit pas des migrations. Les migrants aujourd'hui portent et leurs projets de promotion sociale, personnelle, mais portent aussi les conditions de sa réalisation. Et donc sont obligés, en quelque sorte, de trouver dans leur propre imaginaire ou dans leur propre relation les conditions de développement de cette promotion sociale qui, à d'autres générations, ont été offertes par des institutions. La troisième figure, qui est une figure extrêmement banale aujourd'hui d'émergence des entrepreneurs dans un certain nombre de pays, un peu moins en Europe, beaucoup aux États-Unis, c'est ce qu'un certain nombre de sociologues et d'anthropologues ont appelé des économies ethniques. Alors qu'est-ce que ça veut dire des économies ethniques? Ça veut dire tout simplement des économies dans lesquelles l'organisation du travail est basée sur des liens ethniques. Des Chinois qui font travailler des Chinois, des Portoricains qui font travailler des Portoricains, etc. Mais ça ne veut pas dire simplement ça, ça veut dire aussi que les hiérarchies, les structures culturelles et sociales des sociétés de départ servent à organiser le travail. C'est-à-dire que les structures sociales et culturelles des sociétés d'origine sont utilisées à l'intérieur même du processus de travail comme processus hiérarchique de domination, d'exploitation, etc. On peut employer tous les termes qu'on veut. Voilà. Donc, je pense par exemple aux travaux de Roger Waldinger et d'autres, Portes et d'autres, qui ont travaillé sur cette question de l'émergence aujourd'hui d'économies ethniques, c'est-à-dire qui utilisent les relations d'ethnicité. À mon avis, cette question de l'économie ethnique, elle est au cœur aujourd'hui de ce qu'on appelle l'émergence des diasporas, parce que c'est précisément les grandes figures de ces économies ethniques qui sont devenues des notables diasporiques, etc., et qui continuent précisément à la fois à alimenter les relations politiques à l'intérieur de la diaspora. Je pense par exemple à tout un certain nombre de travaux qui ont été faits sur le rôle des Mourides et de la confrérie mouride dans les relations entre le Sénégal et l'Europe et le rôle des Mourides dans la migration. Donc on voit apparaître un certain nombre de notables, qu'ils soient d'ailleurs religieux, culturels et autres, et qui font figure de visibilité des processus diasporiques. Mais est-ce qu'on peut confondre diaspora et notabilité ? C'est une question qu'il faut poser. Quelle est la place de l'économie ethnique dans ces processus de diaspora, etc. L'autre phénomène qu'on confond souvent sous le nom de diaspora, c'est en quelque sorte un phénomène, là-dessus certains anthropologues, je pense à Apaduraï par exemple, ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est en quelque sorte le retour et la continuité des liens maintenus avec le pays de départ. Donc l'autre figure de la diaspora, c'est aujourd'hui cette capacité à établir des continuités, des régularités de circulation entre les pays d'origine et les pays d'accueil, qui fait que toute une série, toute une anthropologie, toute une sociologie, je pense à par exemple ce que disait Sayad sur la double absence, etc., est aujourd'hui totalement caduque par le fait qu'on peut venir très régulièrement. Ce qu'on dit de manière un peu confortable sous le terme diaspora, peut se dire à la fois de l'émergence d'un certain nombre de dispositifs de pouvoir, de domination, de rapports de pouvoir à l'intérieur même des communautés, avec l'apparition de notables, avec l'apparition d'entrepreneurs, et les relations politiques extrêmement complexes des États d'origine avec ces entrepreneurs et avec ces notables. Il faudrait un jour au Maroc faire toute l'histoire du CCME, mais bon, on le fera un autre jour et une autre année. Premièrement, et deuxièmement, encore une fois, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'émergence tout simplement d'une classe moyenne. Sauf que cette classe moyenne, au lieu de s'être faite au Maroc, en Algérie, en Tunisie, elle s'est faite dans la migration, et donc elle reconstitue en quelque sorte son statut de classe moyenne, son statut de notabilité, de prestige, d'influence à l'intérieur d'un champ transnational, et donc elle joue son statut de classe moyenne, non pas simplement en France, à Paris, à Bruxelles, etc., mais à Rabat, à Casablanca, à Beni Mellal ou dans d'autres lieux. Et donc on assiste, ce qu'on appelle diaspora pourrait s'appeler classe moyenne transnationale pour en comprendre un peu mieux les mécanismes sociaux, etc. Voilà. Dernier point pour terminer sur ce petit panorama des effets en quelque sorte sociologiques et anthropologiques des nouvelles migrations.
Je pense aujourd'hui que la question essentielle en termes de concept anthropologique, c'est plus la question de la migration, c'est plus la question de l'arrachement, tout ce qui était lié à la migration, la question de l'arrachement, la question de du double statut, du double jeu, etc., etc. La question essentielle est celle de la mobilité. Simplement que cette mobilité, elle prend en quelque sorte trois formes historiques. Et c'est la combinaison de ces trois formes historiques auxquelles aujourd'hui il faut essayer de réfléchir. Trois expériences historiques de la mobilité. La première, c'est la mobilité forcée. Catherine a dit, mais il faut y insister. Il y a aujourd'hui un certain nombre de gens qui sont mis en mobilité, en quelque sorte, comme si on les arrachait de leur terrain, de leur humus, sont mis en mobilité par les conditions même politiques, militaires, économiques de leur propre région et de leur propre État. Deuxième mobilité dont on pourrait dire qu'elle est aujourd'hui très significative, c'est moi ce que j'aurais envie d'appeler, mais je n'ai pas trouvé un terme qui me satisfait, mais j'aurais envie d'appeler la mobilité ordonnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mobilité au sens géographique du terme, est en quelque sorte programmée et organisée à l'intérieur d'un certain nombre de carrières, à l'intérieur d'un certain nombre de parcours personnels, professionnels, etc. Mais donc il existe ce que j'appellerais une mobilité ordonnée, alors qui peut prendre cette forme-là, c'est-à-dire inscrit dans les carrières ou les destins, mais qui peut prendre aussi une forme très économique. Aujourd'hui, un entrepreneur qui fait ses affaires parce qu'il va acheter moins cher dans un lieu pour le vendre dans un lieu où c'est plus cher, la mobilité fait partie des conditions de production, des conditions productives, on aurait dit à une certaine époque, de l'organisation de son entreprise. Pour moi, ce sont des mobilités ordonnées. De la même façon que d'aller chercher une main-d'œuvre. Catherine a parlé des Philippines. Les Philippines, aujourd'hui, sont devenues ont un quasi-monopole d'un certain nombre de métiers du care, ce qu'on appelle le care. Je veux dire, il y a là une organisation où la mobilité de ces femmes depuis les Philippines est complètement ordonnée, programmée, organisée par des réseaux, etc. Voilà. Ça, c'est la deuxième forme. Et enfin, il y a une mobilité que moi j'appelle mobilité promotionnelle, qui est probablement la plus difficile, qui est la mobilité précisément dont je parlais, de ces gens qui, aujourd'hui, partent, bougent, se déplacent, simplement pour organiser ce que, dans leur société, était organisé pour eux par les institutions, par l'État, etc. Donc, cette promotion sociale à compte d'auteur. En Afrique aujourd'hui, et quand je dis Afrique, c'est surtout Afrique subsaharienne, on ne parle plus de migrants, on parle d'aventuriers. L'une des dimensions essentielles des changements anthropologiques en matière de migration aujourd'hui, c'est que les migrants sont devenus des individus, des aventuriers au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire qu'ils organisent eux-mêmes leur propre promotion, leur propre circulation, leur propre mobilité, voire leur propre migration, dans une configuration qui est complètement différente de ce qui se passait à l'époque fordiste. Pour dire très rapidement la manière dont le Maroc a évolué. Première évolution, donc effectivement le Maroc aujourd'hui est probablement un des pays d'origine les plus actifs, les plus producteurs, on va dire, en matière de migration européenne, avec quand même un changement très significatif. Hervé Lebras, qui est un démographe et qui a beaucoup travaillé sur ces questions, dit que dans les questions de migration, il y a aussi une question de place. Vous savez, on appelle ça le jeu des chaises musicales. Et donc, quand une chaise est prise, on vient prendre celle qui est libre. Et donc, les Marocains sont arrivés les derniers dans la grande migration fordiste, et ils ont pris les places qui leur restaient, qui n'étaient pas forcément les meilleures, en tout cas en Europe. D'où une fragilisation en quelque sorte de la migration marocaine des années 60 aux années 70 et qui ont fait que les Marocains ont été les migrants privilégiés, enfin le flux privilégié quand l'Italie et l'Espagne se sont ouverts à la migration. Mais sur ces formes de migration et sur ces formes de mobilité qui concernaient ce que j'ai appelé tout à l'heure une sorte de sous-prolétariat précaire et esclavagisé. Et les Marocains sont probablement les mieux organisés et les plus actifs dans cette économie de la migration et de la mobilité. Vous avez aujourd'hui des départs de bus de Beni Mellal qui partent toutes les semaines à Naples. Vous avez des milliers de camioncini, de petits camions qui organisent tout le transport entre la Belgique, le Maroc, etc. Donc les Marocains ont pris, en quelque sorte, en termes de
presque de monopole, c'est un peu excessif, mais ont pris un rôle extrêmement important dans l'organisation de cette économie de la mobilité et de la migration, qui est pour l'essentiel une économie informelle, à 2 ou 3 compagnies de bus près, notamment Eurolines, qui est une compagnie dans laquelle les Marocains sont très présents. Donc, à quelques compagnies de bus près, l'économie de la mobilité et de la circulation est une économie quasiment totalement marocaine. Donc, voilà. Ça, c'est les spécificités aujourd'hui de la migration marocaine. Mais ce qu'il faut dire du Maroc aussi très rapidement, c'est que le Maroc est devenu doublement un pays d'émigration. Alors pourquoi doublement? Première évidence, c'est la migration subsaharienne qui a pris au Maroc aujourd'hui une part très significative. Vous avez un bouquin qui s'appelle D'une Afrique à l'autre qu'on a fait, je ne m'étends pas là-dessus. Je veux simplement insister sur un point parce que c'est un point qui a fait beaucoup de débats. La migration subsaharienne n'est pas une migration de transit. Le terme même de transit ne veut plus rien dire. Quand vous avez aujourd'hui des aventuriers africains qui mettent 2 ans pour venir du Cameroun, du Nigeria, du Ghana, pour arriver jusqu'à Oujda, le terme de transit n'a rigoureusement plus aucun sens. Ce qui a du sens, c'est l'idée de mobilité, l'idée que dit Bauman de liquidité, c'est-à-dire que nous devenons des sortes d'êtres mobiles, fluides qui circulent, mais circulation ne veut pas dire transit. Voilà. Donc, le Maroc n'est pas un pays de transit, il n'y a pas de migration de transit au Maroc. C'est un mythe, probablement un mythe qui a été inventé pour corroborer ou pour justifier d'un certain nombre d'accords politiques, mais la migration de transit n'existe pas. En revanche, il existe au Maroc une migration subsaharienne qui a permis le développement d'un certain nombre de secteurs. Donc, cette migration subsaharienne au Maroc, elle est là, elle est installée, et elle est installée, je dirais, économiquement dans le paysage, pas forcément socialement et politiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand enjeu de la société marocaine, c'est précisément de réfléchir au statut qui va être celui des statuts des migrants et d'arrêter de penser en termes de société de transit, etc. Et de faire à ces migrants la place qui doit être la leur à l'intérieur d'une société multiculturelle. Bien. C'est un enjeu politique énorme, je pense. Donc il y a toute une série aujourd'hui, toute une série d'Européens sont en train de faire migration. Alors, le terme peut se discuter. Moi, je suis toujours émerveillé. Il y a un très bel article là-dessus de Hervé Lebras qui montre comment en France, on est incapable culturellement de penser que des Français peuvent être des migrants. Donc on les pense comme expats. Mais comme expat, vous disparaissez des statistiques, vous n'êtes pas des migrants. Ceci dit, je suis désolé, un expat, c'est quelqu'un qui part, mandaté par son État, qui est protégé par la Sécu en France, etc. C'est pas quelqu'un qui part à l'aventure, qui va faire des travaux dans des ONG, dans des associations, dans des écoles privées ou qui monte une entreprise au Maroc. Celui-là, c'est pas un expat, c'est un migrant. C'est quand même assez particulier aujourd'hui qu'une femme qui va faire la saison des fraises en Espagne pour 2 mois, enfermée dans des fermes prisons, surveillée au fusil par son patron, on va l'appeler migrante, et qu'un Français qui vient passer 8 mois par an au Maroc, on va l'appeler touriste. Vous voyez, je veux dire, il y a quand même un décalage, y compris dans les termes par lesquels on désigne les choses. Donc il y a aujourd'hui une migration européenne au Maroc, en Tunisie, en Algérie c'est un peu moins significatif, au Sénégal, etc. Donc il y a un certain nombre de pays aujourd'hui qui viennent porter sur des logiques migratoires de pays européens. C'est assez particulier d'analyser d'ailleurs cette migration, puisqu'elle est portée exactement pour les mêmes raisons que ceux dont je parlais sur les migrations venues du Sud. Le Maroc aujourd'hui, dans sa complexité, est l'objet de toutes ces, et le lieu, pardon, pas l'objet, mais le lieu de toutes ces recompositions. Donc apparition en quelque sorte d'une migration par le bas, subsaharienne, apparition d'une migration entre guillemets par le haut, pas forcément parce qu'elle est riche, mais par le haut, parce qu'elle est aussi porteuse de toute l'histoire coloniale et de toute l'histoire de la domination, et que ce n'est pas une histoire simple, donc porteur de ces logiques de classe moyenne par le haut, mais porteur aussi des recompositions même de la migration marocaine, et qui font aujourd'hui que le statut de migrant au Maroc, en termes de statut politique, culturel, symbolique, imaginaire, n'est plus du tout ce qu'il était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était simple, le migrant au Maroc, c'était le MRE, celui qui était parti, qui revenait et qui envoyait son argent, qui faisait construire une maison, qui nourrissait la famille, etc. Aujourd'hui, le statut de migrant au Maroc est extrêmement complexe.
Et y compris dans l'émigration marocaine, vous en avez qui sont des entrepreneurs, qui ressemblent beaucoup aux Français qui viennent créer leur propre entreprise au Maroc, etc. Donc on a une diversification, non seulement des carrières, mais une diversification des statuts du migrant. Et qui fait qu'aujourd'hui, penser politiquement le statut, la question du migrant, de l'étranger au Maroc, n'est plus simplement un chantier de définition de la relation au diaspora, etc., mais un chantier global qui implique de réfléchir à toute une série de choses.